Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 3e saison des Dérangeants. Exactement, ici on applaudit, c'est que quand même, on a connu un succès sans précédent l'an dernier, mais il ne faudrait pas croire qu'on va s'asseoir sur nos lauriers. Oh non, monsieur! Yes, parce que tout l'été, nos Dérangeants se sont rencontrés pour vous proposer de nouveaux sujets qui, je pense, vont vous intéresser encore une fois cette année, à commencer par le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réussir sans être un trou de cul? Je suis content qu'Étienne soit là. Dis solide! On va avoir également un paquet d'invités charismatiques, parfois controversés. François Lambert est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. François, tu es là tout à l'heure. Salut François! Salut! Et nos dérangeants pour débuter la saison aujourd'hui, on a le fondateur de Biogénique, Étienne Crevier, qui est là. Salut Pat! Salut Étienne. Alex Mency, cofondateur de Mango Software. Salut Pat! Et Carlo Coccaro, qui est fondateur de aidersonenfant.com et Math et Monde. Math et Monde. Ah, c'est compliqué. Je le sais. Change de nom! Après quelques années, on finit par le retenir. Math et Monde. aidersonenfant.com et Mathémo Monde. Salut Pat, content d'être là. Bien, pareillement, écoute, il est question de ne pas trop bousculer nos bonnes habitudes. On va débuter encore une fois avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et tiens, je vais débuter avec toi, Étienne Le Crevier. By the way, j'en ai encore sur le cœur. Je suis pas si trou de cul que ça, OK? Il s'améliore. T'as Écoute, 30 minutes pour le prouver. Mais je vais faire mon coup de cœur aujourd'hui, en fait. Mon coup de cœur va à toute l'équipe autour des Dérangeants, à tout le monde qui gravite autour du projet et qui rend ce qu'on fait possible. Parce que entre la saison 1 et la saison 2, on l'a publié sur les réseaux sociaux, on a fait 5 fois plus d'écoutes entre les deux saisons. Puis quand je me préparais pour la saison 3, j'ai réécouté la saison 1 et 2 au complet pour me réchauffer. Je réalise qu'on n'a jamais diffusé notre pilote où on raconte l'histoire derrière les Dérangeants. Donc, je vais faire un coup de cœur à Carlo, à Marie-Philippe du projet qui ont suivi ma folie il y a 3 ans pour monter ce qui était le bordel Comedy Club de l'entrepreneuriat. J'étais avec mon ami Hugues Chandonnet, qui est le sage derrière les Dérangeants, et je lui disais à quel point j'étais tanné, moi, d'entendre toujours les 5 mêmes entrepreneurs. Donc, il m'a dit, trouve 5 autres entrepreneurs, puis moi, je me charge de te trouver un nom. Donc, on a fait un pilote. Ultimement, aujourd'hui, on est 7. La saison 3 est lancée. On remplit le Centre Bell en nombre d'écoutes pour plusieurs de nos épisodes de la saison 2. Donc, je suis très fier. Coup de cœur à nous, guys. Excellent coup de cœur. Carlo, tiens, coup de cœur ou coup de gueule? J'y vais avec... Moi, je suis chef dans le monde de l'éducation, donc je ne peux que lever mon chapeau à l'extraordinaire Greta Thunberg, la Suédoise, jeune femme suédoise de 16 ans, qui s'adonne à avoir un trouble du spectre de l'autisme, donc un TSA, qui, à mon avis, essaie de réveiller l'humanité. L'humanité a montré qu'on n'est pas si intelligent que ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça prenait une jeune femme autiste, donc les autistes ont souvent tendance à ne pas regarder les émotions, à ne pas les comprendre, pour nous dire, d'une certaine façon, nos 4 vérités, pour essayer de changer la tendance drastique que le monde est en train de prendre par rapport au réchauffement climatique. Donc, un gros bravo à elle. Puis on voit que ses forces, liées à son TSA, peuvent, avec cette attitude no bullshit-là qu'elle a, faire une différence. Puis peut-être que ça lui permettrait même de réussir en affaires, mais cela dit, bravo à elle. Merci beaucoup, Carlo. Coup de cœur, coup de gueule, Alex? Un petit coup de gueule. Écoute, la campagne électorale, je pense les 3 dernières qu'on a eues, c'est une guerre de « toi, t'as dit ça, toi, t'as fait ça », mais on n'a absolument aucune substance sur les gens. Je pense que les 2 dernières semaines, on a parlé de blackface puis de photos qui datent d'il y a 20 ans. On peut-tu, s'il vous plaît, parler de choses qui ont de l'intérêt, l'économie, l'éducation, les vrais problèmes, l'environnement? Moi, je trouve qu'on a une perte de temps puis une perte d'argent, puis c'est totalement irresponsable. Un coup de gueule que tu aurais pu avoir les anciennes élections, les autres avant, puis l'autre avant aussi, je te dis. Exact. Une certaine redondance. Oui, c'est un thème récurrent. Étienne, tout à l'heure, dans ton coup de cœur, tu as parlé des 5 mêmes entrepreneurs à qui on parlait régulièrement. On en a un avec nous ce soir, les amis, et on est bien content de l'avoir. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée puis un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du beurre de pinot. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 $ et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise.
Pour être connecté à un représentant, contacte info@commercialfuturpreneur.ca. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. On l'a connu comme Dragon à Radio-Canada. Il est également l'auteur de plusieurs livres, homme d'affaires à succès, notamment cofondateur de AIVA, Atelka, Boosme également. Et jamais bien loin d'une belle controverse. Pour notre première entrevue cette année, on a le bonheur de recevoir avec nous François Lambert. Oh, yeah! Salut François! Salut. Content de t'avoir avec nous autres. Bien, ça fait plaisir, merci. Mais on a tendance à recevoir, nous, les futurs dragons. Là, on reçoit un dragon déchu. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Déchu, il aurait fallu qu'ils me mettent dehors. C'est ça. C'est pas ça qui est arrivé? Ben, ils en ont mis 2 dehors et je ne fais pas partie de ceux qui ont mis dehors. OK. C'est un choix personnel. Mais Oui. commençons sur cet angle-là, Oui. parce que moi, j'aime beaucoup une des controverses que tu as générées, François, parce que j'ai un peu le même discours que toi à ce niveau-là, que tu dis il y a beaucoup de dragons qui sont pauvres, ou c'est facile d'être une fraude d'un dragon. Oui. Tu n'as pas eu besoin de montrer tes états financiers pour faire partie de l'épisode, puis qu'aujourd'hui, on voit Ben, le tu sais, résultat c'est- que ça a donné. Tu sais, moi, lorsque j'ai passé le processus d'audition, c'était la première année. On était comme 200 qu'on m'a dit au début. Ils ont screené. Puis à un moment donné, tu te ramasses 10. Là, on fait une vraie audition. Des vrais entrepreneurs sont venus nous voir. Puis là, moi, le soir, je pars de chez Radio-Canada. Puis je vois bien, par rapport à mes types de réponses, quel genre de dragons qui ont besoin que je vais représenter. Et je reçois un email le soir. Je pars de Radio-Canada, j'arrive chez nous. Je lis ça. Puis là, je me dis, ben oui, mais il faut que je montre mes états financiers. Comment ça se fait qu'ils ne me demandent pas? Moi, je peux être la plus grand menteur sur Terre, puis je vais passer. Puis comment ils vont voir si je suis capable d'investir? Puis ils n'ont jamais eu à le faire. Ils n'ont jamais eu à le Ils faire. n'ont jamais demandé, en fait. Et excuse-moi. on voit que malheureusement, cette procédure-là, parce qu'ils disent, oui, ils se garantissent d'aller D'investir un certain d'investir montant. 200 000 Mais la réalité, c'est que si c'est l'argent de quelqu'un d'autre, c'est un peu gênant de dépenser en autre un 500 000, 1 million, s'il faut que tu ailles quêter de l'argent par la suite. Et on l'a vu, ça leur a pété d'en face, malheureusement, parce qu'il y avait des dragons qui avaient pas assez d'argent pour suivre le rythme. Mais justement, qu'est-ce que tu penses du nouveau casting des dragons actuels? Nick Duvernois, Isa Chevalier, Dom Brown, Marie-Jo Richer. Je vais te répondre la même chose que Pierre-Yves McSween a répondu, qui est très, très simple. Tu n'as pas d'argent à investir tant que tu n'as pas passé à go au moins une fois. Tout simplement. Parce que moi, lorsque j'étais opérationnel dans mon entreprise, j'ai pas le temps de m'occuper d'autres entreprises. J'ai une entreprise à monter, où j'en avais 2, AIVA et Atelka avec mon associé Georges. On était débordés à monter ces entreprises-là, puis à les mettre belles pour éventuellement les vendre. Parce que nous autres, notre objectif était de les mettre belles et les vendre. Passer go, là. Ouais, on ne voulait pas passer ça à nos enfants. Là. C'était pas le but. J'aurais pas pu, moi, quand j'étais opérationnel, quand j'avais mon argent, où je réinvestissais dans ma compagnie constamment, de pouvoir être dragon. Donc, tant que tu ne passes pas à go, tant que tu n'as pas de temps libre, tu ne peux pas aller dire oui à 10 entreprises et penser que tu vas être capable de les aider. Je ne le crois pas. Ça. Puis c'est pas contre les personnes. C'est une question de temps. C'est de la mathématique pure et dure. C'est Fait seulement que c'est mathématique. qui le prochain dans la gang à faire un Caroline Héron de soi-même? Je vais les laisser répondre par eux autres mêmes. Dans le fond, là, j'espère qu'il n'y en aura pas. C'est pas le fun pour les gens qui croient à ça. Parce qu'il reste que Dragon, on représente ceux qui ont gagné une médaille d'or. Une T'sais? forme d'idéal aussi à Une atteindre. forme d'idéal, c'est que ces gens-là nous voient en disant ces gens-là sont partis de rien parce que c'est le prérequis pour être dragon. Ils ont réussi à monter une entreprise, la mettre belle et la vendre. Moi aussi, j'aimerais ça avoir ce parcours-là. Et c'est ça que les dragons représentent. Pas les personnes. Être dragon, ça représente ça. Donc, lorsque quelqu'un fait faillite, lorsque quelqu'un a menti pour se rendre là, dans le cas de Martin-Luc, il s'est bâti une histoire, il s'est monté un Instagram. Ah ouais, il est bon en Aux frais de marketing. son associé, il a fait une histoire, puis là, il est disparu de la map complètement. Donc, c'était une super chérie dans son cas, à lui. Là. Il s'est bâti. Il n'était pas dragon. Il avait réussi, mais il avait réussi avec quelque chose de pas trop catholique. Là. Puis, aurais-tu pu call bullshit sur Martin? Tu l'avais-tu... Oh oui, je l'avais dit bien d'avant. Puis, as-tu un Oui, truc à donner aux auditeurs pour call bullshit sur quelqu'un qui veut pas montrer le moteur dans le hood? Quand que tout le monde s'agaroche sur un deal à 15-20 000, puis qu'il y a un paquet de dragons qui veulent l'avoir comme si c'était la fin du monde, là, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent puis ils veulent avoir l'air brillant pour avoir au moins un deal. Lorsqu'un deal à 250 000 puis tu es tout seul à bider dessus, tu le sais très bien que les autres se présentent. OK, combien tu es capable de dépenser pour faire un chèque philanthropique, un don, sans que ça te gosse, sans que tu y penses? Ça dépend des causes. OK. Ça dépend des... bon, hein, quand même. Non, mais regarde, j'ai déjà donné 10 000 à Centraide. J'ai déjà donné plus de 10 000 à l'école où mes enfants allaient. J'ai déjà donné un autre Mais ça, 10 c'était 000. pour que tes enfants rentrent à l'école. Fait que ça- Non, mes enfants, même au pas qu'ils
primaire, il y avait pour qu'il reste. Pour qu'il reste à l'école. Mais j'aime pas ça donner juste un chèque comme ça. J'aime mieux m'impliquer. L'année passée, pour Rêve d'enfant, j'ai une Lamborghini. Bon, elle sert à quelque chose. Il y a un gars qui a acheté pour Rêve d'enfant. Puis un autre gars, j'ai fait un autre tour avec l'organisation Triomphe dans Charlevoix, tout simplement pour les enfants. Le reste du temps, elle est parquée, puis elle sert absolument à rien, parce que ça ne m'intéresse plus de me promener avec, mais c'était mon kick de jeunesse. Mais c'est intéressant, la Lamborghini, parce que j'ai même lu dans des trucs que tu as écrits que souvent, les entrepreneurs essaient de démontrer qu'ils ont de l'argent avant même d'en avoir fait. Puis on voit beaucoup ça dans la communauté entrepreneuriale, puis les réseaux sociaux amènent cette notion-là de être en photo avec une Lamborghini ou avec un hélicoptère, ou ce que tu disais pour Martin-Luc Archambault avec le bel Instagram qui s'était monté. À quel point c'est présent, selon toi, dans l'écosystème entrepreneurial? C'est très peu présent. Ceux qui le font, c'est pas les vrais. Là. Les vrais qui ont réussi, je suis présent sur les réseaux sociaux. Très présent. Mais si je montre quelque chose parce que je me le suis payé, tu me verras pas à côté d'un hélicoptère ou dans un jet disant « Hey, la vie est belle, c'est pas le mien. Okay, j'ai pas de jet. » Si tu veux savoir combien j'ai d'argent, j'ai pas d'argent à m'acheter un jet à 45 millions. Okay? C'est bon. On peut y aller par déduction. On va finir par comprendre. François Lambert, on va revenir à l'aspect affaires tout à l'heure, mais le gars de communication, en moi, veut te parler justement un peu de com. Tu as semé la controverse régulièrement. Tu vis, on dirait, parfois de la controverse. On parlait de Martin-Luc tout à l'heure. Tu as eu des tweet fights mémorables. Oui. Ça te donne-tu du carburant? T'aimes-tu ça comme ça ou ça donne juste de même? C'est une maudite bonne question parce que c'est souvent arrivé sans que je m'en rende compte. On s'en rend pas. Tu sais, je me lève pas le matin pour me dire « Je vais créer de la merde ». Il y a des fois que j'ai écrit des textes et je le regarde, le texte, je me dis « Ça va pas une chante à barnouche ». Il y a un moment donné, j'ai écrit sur la grève de la construction. Mais les gens lisent pas, puis lisent mal. Et là, je me fais engueuler. « C'est-tu, man? » Puis il me parlait tout en man. Fait que je m'en allais donner une conférence à Fort-Coulonge et je me mets à penser à toutes les réponses qu'on m'envoie. Et j'arrive à Fort-Coulonge inspiré et j'écris un texte qui s'appelle « Change de job, man ». Je le sais que je vais me faire varloper, OK? Puis je m'attaque à des Rambo Gauthier, là. Et là, j'étais en train de donner la conférence, puis j'ai tout le temps mon téléphone là avec le timer. Et là, je vois toutes les postes de radio, ça bourdonne pas, ça lâche pas. Le texte était lu 3 millions de fois. Tu sais, quand on regarde le reach, je le savais. Cette fois-là, je le savais. Il y a d'autres fois que je me suis fait prendre. Quand j'ai parlé de l'épicerie à 75$, je pensais pas que c'était pour déraper. Celui-là, je l'ai pas vu venir. Je reviens de Cancun avec mes enfants, j'ouvre le journal. Une famille est obligée il parlait de 210$, t'es pas capable d'arriver. Moi, je regarde, je fais coudonc. Ça me coûte pas plus que 75$. Moi, j'écris ça, un petit texte. Je pense pas que c'est pour déraper. Et ça dérape solide. Le lendemain, j'étais un peu baveux, OK, on va se le dire. Et je fais une épicerie qui n'a aucun sens, qui coûte 51,08 $. OK? Je le savais que je m'en allais créer un peu de merde. Ouais. Et j'étais content d'en rajouter. Il y a des fois, je suis content d'en rajouter une couche. Mais change de jobman, j'ai eu des menaces sérieuses. Je me suis ramassé au poste de police à porter plainte contre, entre autres, un gars. Il m'harcelait royalement, puis il me disait, regarde, moi, je vais descendre à Montréal, moi, t'as cassé la gueule. Puis quand tu regardes sa photo de profil, tu le crois. OK? Non, mais tu sais, si Pat, tu me dis que tu vas me casser la gueule, je vais dire, il me semble qu'il n'a pas l'air, puis il ne mettra pas sa carrière en danger. Ou même s'il le fait pour de vrai, c'est pas trop dangereux. Mais non, mais je vais dire, je pense pas que tu vas le faire, je pense qu'on est capable de parler. Lui, j'ai très bien vu qu'il n'y avait pas de dialogue possible. J'ai répondu sur Facebook, je dis, je suis au poste de police, t'arranges avec la police à partir. Puis j'ai vu qu'il s'est comme calmé et on a commencé à jaser. Donc, j'ai retiré ma plainte l'année passée, puis ça me touche, honnêtement, j'ai des frissons en parlant parce que après ça, il y a eu un enfant, il m'a envoyé ses photos. L'année passée, il me dit, écoute, François, je voulais te remercier. Il dit, quand j'ai voulu te casser la gueule, j'étais un alcoolique fini. Je buvais une caisse de 12 par jour. Et tu étais le premier gars qui acceptait de me parler sans vouloir accepter de se battre. Et tu as changé ma vie sans le savoir, parce que maintenant, je ne bois plus depuis 18 mois. Ma vie va super bien et je garde mes jobs maintenant. Moi, j'ai trouvé ça, il s'appelle Cédric, le gars, puis honnêtement, je trouve ça... J'ai rien fait, hein? J'ai juste pas embarqué dans son jeu. Et quand j'ai vu qu'il y avait un semblant d'humanité, au lieu de le mettre dans la barde avec son enfant, j'ai juste décidé d'y parler. On va jaser. Et j'ai changé un petit peu sa vie. Pour faire un lien avec le thème d'aujourd'hui de l'épisode, quand tu étais en gestion active d'entreprise, que je pense que tu ne fais pas maintenant de la gestion active, non. si je ne me trompe pas, t'étais-tu souvent un trou de cul? Ou avais-tu besoin d'être un trou de cul pour avancer? Comment tu... Je me considère pas un trou de cul. Puis la meilleure réponse vient des anciens employés. Des gens qui ont resté avec toi pendant 8-10 ans dans des startups, qui sont passés du startup de 0 employé à souffrir, à travailler tout le temps, coucher sur le plancher. Et 8 ans après, ils sont encore là quand tu vends l'entreprise puis ils te disent « Hey, merci ». Parce qu'on peut penser qu'on est un certain type de personne. Mais ce que je retiens, c'est que les gars ont dit « François, tu étais tough, mais juste ». Et pour moi, ça, c'est quand même... Et là, la ligne, être juste, mais demander. Moi, si tu arrives dans mon bureau et tu n'es pas prêt, là, je te dirais pas « Écoute... ouais, je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu as tes enfants, c'est correct. » Le centre d'appel,
ou lorsque le logiciel pétait puis qu'un centre d'appel ne fonctionne pas. Parce qu'Atelka est un centre d'appel, Arriva est le logiciel. de centre d'appel. Donc, si Atelka, je ne rencontre pas les chiffres du client qui veut les avoir à 8 heures le matin parce que toi, tu es malade, bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai l'air d'un débile. C'est moi qui vais au bat pour toi. Je te paye 250 000 par année. Trouve une solution. Arrive-moi pas avec des excuses. Moi, pour moi, des excuses, ça n'existe pas. Et le mot « mais » ne vient pas dans mon bureau en me disant « mais ». OK? Ça ne marche pas, ça, c'est un mot à Tu prescrire. réagissais comment? Ah, je te sortais de mon bureau carrément. Là, j'étais bête. Là, je pourrais être borderline, trop de cul au point de vue des gens, mais moi, j'ai une réponse à donner. Puis, qu'est-ce que tu veux que je dise aux clients qui me donnent, mettons, 25 millions de chiffre d'affaires? OK? Ouais, bien là, mon VP était malade, puis écoute, il est arrivé tard, puis hey, la ligne verte était tombée, donc j'ai pas tes chiffres aujourd'hui. Moi, t'ai donné tantôt. Ça marche pas de même, la vie, malheureusement. La compréhension n'existe pas, et on était sur un stress intense. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait comme je vais mourir ici, j'ai plus de fun. Là, François Lambert, tu parlais tout à l'heure donc que tu es encore sans doute un patron assez exigeant quand même. Je suis curieux d'avoir ton point de vue, ton regard sur les milléniaux. Des gens qui, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'ils recherchent plus des conditions de travail. Oui. Ils n'ont peut-être pas envie de faire des semaines de 60 heures puis tout ça. C'est un peu notre faute. Hein? Puis chaque génération vient avec son lot de défis. Les milléniaux, on les a fabriqués comme ça. Moi, je les appelle la génération aéroplan, Air Miles, parce que eux autres sont habitués d'avoir une récompense en retour de quelque chose. C'est pas assez d'avoir le salaire. Tellement qu'on a lancé une compagnie qui responsabilise les gens. Tu arrives à l'heure, tu as un point. Moi, lorsque j'entends les médecins qui ont 75 $ pour se présenter dans un meeting, je comprends. C'est débile parce qu'ils sont payés 400 000. Mais c'est une mentalité que tu peux pas gagner. Donc, si tu te présentes à temps, tu as 75 $. Si tu fais ci, Si tu mets ton sarreau, oui, tu as de l'argent aussi. tu as de l'argent. Donc, on les a fabriqués comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut chialer contre eux autres? On est la génération. Nous autres, là, mon âge, puis bon, tu dois être dans le même âge que moi, on nous a dit qu'on était près de la génération loisir. On ne l'a pas été. Nos enfants l'ont compris. Eux, ils veulent l'être, cette génération-là. Ils veulent profiter maintenant. Ils ne sont pas en train de faire des plans pour le futur. Nous autres, on nous disait encore, faut que tu t'achètes une assurance vie, alors qu'aujourd'hui, ça ne fait plus partie des mœurs. Donc, pour moi, j'ai pas de problème avec les milléniaux. Honnêtement, j'aime travailler avec eux. C'est à nous autres de s'adapter à eux. C'est pas toujours facile. Bien, ultimement, moi, c'est le dernier élément que j'aimerais te demander. Est-ce que pour un entrepreneur d'avoir beaucoup d'employés, ça veut dire que tu es un bon entrepreneur? Mettons, moi, que j'ai eu 80 employés, Alex n'en a pas eu aucun, à part sa blonde qui ne veut pas travailler avec lui. Étienne, arrête de dire mentir. C'est une blague. Le succès d'une entreprise ne se calcule pas en employés, la plupart du temps. Mais sauf que ce qui est une mesure de succès, c'est les gens qui restent avec toi. J'ai déjà écrit l'année passée, ça a fait aussi beaucoup jaser. La CSN mettait si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. Moi, dans ma tête, ça fait un déclic. Si ton boss t'exploite, décrisse. Ben oui. Et j'ai écrit ça un dimanche soir vers 6 heures. Et là, j'ai 2 de mes associés dans différentes entreprises qui m'appellent que c'est bien écrit. Là, ils regardent, hey, tout le monde est d'accord avec toi. Bien, ça, c'est élu 1,5 million de fois. Ça a fait énormément jaser. J'ai été même en débat avec la FTQ là-dessus à TVA. Donc, pour tu moi... ne changeras pas ton boss, c'est ça? Bien, c'est parce que tu ne peux pas changer ton boss. Tu ne peux pas exploiter les gens. Puis si tu exploites les gens vont partir de toi. C'est la réponse, la première réponse. François Lambert, si tu n'étais pas aussi généreux dans tes réponses, on aurait des questions pendant encore des heures et des heures, mais merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, François. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP, la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Les Dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On est de retour avec les Dérangeants. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a Étienne Crevier de Biogénique qui est avec nous, Alex Menti de Mango Software et Carlo Coccaro de aidersonenfant.com et Mathémo Monde. Les gars, avant d'attaquer le débat, vous m'avez l'air quand même pas mal réchauffé. Marie-Philippe puis moi, on a une petite surprise pour vous. On va avoir ça maintenant à tous les épisodes du podcast. C'est la question dérangeante.
Hey, ça n'avait pas de l'air préparé d'avance, notre affaire. On a raté notre canon, là. C'était comme pas super, mais... Je veux savoir, depuis que vous êtes en affaires, les gars, combien d'argent avez-vous emprunté à vos parents, à votre blonde, à vos amis? Oh shit. Je débute avec toi, Alex. 25 000 à ma conjointe. 25 000 à ta conjointe? Mais elle est co-actionnaire. Là. En nature ou en argent? Non, en cold OK. cash. Ça prend une certaine humilité pour demander à sa conjointe 25 000 pour se lancer en affaires. Ça prend aussi bien du temps. Tu n'arrives pas à ça du jour au lendemain. Là. Il y a un processus. T'as Toi, attendu Étienne? d'être 2 semaines avec elle, 3 semaines avec Non, elle? 2 jours. OK, 2 jours. Avant d'y aller avec Étienne, on va y aller avec Carlo. Tiens. Moi, 0. 0, 0, 0. J'ai pas de famille fortunée. Fait que j'ai toujours voulu faire ça moi-même avec les enjeux que ça venait, là, les défis qui viennent avec ça, mais non 0. Ma femme, elle et moi, on a tout ensemble. Fait que oui, par la bande, mais de toute façon, je possède tout. Fait que... Étienne, toi? Ouais, je me sens petit dans mes shorts. Hein. Ça, c'est classique. Non, mais Ça fait 31 ans, tes petits dans les shorts. Non, moi, je l'admets. Dans le fond, j'ai parti biogénique suite au décès de mon père. Fait que je venais d'hériter une partie d'argent. Puis, j'ai emprunté 25 000 à ma mère. Donc, je dirais en tout et partout, peut-être un 100 000. Puis, je suis très à l'aise de dire je viens d'un filet familial fort et je ne me serais pas lancé en affaires si je n'avais pas eu ma famille derrière pour me dire go for it, lance-toi. Puis, si ça foire, c'est pas grave. Quand tu as vendu Biogénique, t'as-tu remboursé ta mère? Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça le post-it que je m'étais laissé. OK, on est prêt à aborder notre débat d'aujourd'hui que je trouve quand même vraiment intéressant. Je trouve qu'on fait ce pas pire pour notre premier épisode. Est-ce qu'on peut réussir en affaires sans être un trou de cul? Je débute avec toi, tiens, Carlo. Ben, est-ce qu'on peut réussir? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Mon cas à moi, c'est probablement ma plus grande faiblesse, de ne pas être assez capable d'être trou de cul. On te Souvent, voit, on a envie de te faire un câlin. Ben, tu le fais pas assez souvent. Ah, OK. Et d'ailleurs, Carlo, tu as déjà écrit, quand j'arrive au bureau, moi, il faut que ça soit aussi agréable qu'être à la maison pour moi et pour les employés. Oui. Et j'ai l'impression qu'à lire ce qu'un gars comme Étienne a déjà écrit, est-ce possible d'être un bon leader, avoir les compétences en leadership, être un moteur de croissance sans être un parfait trou de cul? J'en doute. Ça va un peu, je te dirais, en contradiction avec ce que Carlo pense. Ben, je ne suis pas vraiment en contradiction. Je pense qu'Alex est plus en contradiction que moi. Je suis peut-être un peu plus dans le modèle. Quand tu fais partie de comme la un famille, hybride. quand tu fais partie de la famille, non, mais après ça, c'est us against the world. Donc, quand tu décides de ne pas être dans le team ou quand on doit se battre ensemble, oui, je suis capable d'être un trou de cul. OK. Mais d'entrée de jeu, je préfère ne pas l'être, puis je trouve ça vraiment difficile de devoir être trou de cul quand j'ai eu à le faire. Je pense qu'il y a aussi une question de moment dans ton entreprise. T'sais. Les premières années, tu n'as pas les moyens d'être gentil avec les gens. Parce que souvent, ça se résume à tu vas perdre un mandat, tu vas. Mais moi, je suis encore en mode me, myself and I. Me, myself and I. OK. Carlo, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, pas du tout, parce que les valeurs de base dans la vie, il faut que tu les vives tout le temps. Surtout quand ça va mal ou surtout quand c'est difficile. C'est là qu'on reconnaît les vraies valeurs des gens. Fait que les perceptions que ça peut créer ou d'être rough avec les gens, j'ai pas ça en moi, mais ça m'empêche pas de croître comme entreprise. Êtes-vous du genre à faire passer les succès de votre entreprise pour vous-même plutôt que pour votre équipe? Hey, jamais. Parce que la qualité numéro 1 d'un entrepreneur, pour moi, c'est l'humilité. Ouais. Je pose souvent la question quand je donne des conférences dans les écoles, ou tu sais, c'est quoi la qualité numéro 1 d'un entrepreneur? Puis créatif, innovateur, non. Humilité. Moi, quand j'entends un entrepreneur qui dit « Donne-moi $1 million, puis fous-moi la paix, je sais ce qu'il faut que je fasse, moi, je fonce, puis tassez-vous de là. » Hey, j'ai peur pour chaque sou dépensé dans l'arrogance de ce gars-là. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça fail. OK. Tu as besoin... Moi, la qualité numéro 1 que j'ai demandé, quand j'ai vendu Biogénique, j'ai demandé à Biron, dis-moi, c'est quoi ma qualité numéro 1? Puis la présidente m'a répondu, ton équipe. Fait que ma qualité numéro 1 comme personne, c'était mon équipe. Il n'y a jamais aucun entrepreneur qui a Ouais. réussi tout seul. Là. Moi, je suis pas... Je sais pas. Autant je suis... Carlo, vas-y. je suis pas d'accord avec la vision de... Les gens... En fait, les gens méchants ou les gens qui sont my way or the highway, là, peuvent réussir et faire des grandes choses d'un point de vue entrepreneurial, peut-être moins d'un point de vue humain. Mais on le voit avec le fondateur de Uber, en valorisant cette attitude-là de on va briser des affaires, on va briser des systèmes dans chacune des villes où on va aller. Puis ça vient une attitude de trou de cul qui vient avec ça. Fondateur de WeWork, qui maintenant se fait rentrer dedans avant son entrée en bourse, mais c'est la même affaire. Cette arrogance-là de vouloir être le chef à tout prix, faire ce qu'ils veulent, c'est valorisé dans le monde
l'entrepreneurial. Est-ce que ça l'est encore autant aujourd'hui à l'ère du hashtag MeToo, hashtag harcèlement? On parle pas juste d'harcèlement sexuel, on parle d'harcèlement psychologique aussi. Est-ce que c'est aussi valorisé encore aujourd'hui? Je pense que ce qui est valorisé, c'est d'accepter d'être incompris. Donc, tu sais, c'est Jeff Bezos qui disait faut que tu acceptes toujours d'être à 40 à 50 % de ce que tu dis que personne ne te comprend. Fait que, tu sais, c'est sûr que, ultimement, quand tu dis, moi, je sais où je m'en vais, 50 % de ce que je te dis, le monde sont comme moi, ça se peut qu'ils se plantent. Tu n'as pas le choix d'avoir une certaine arrogance, c'est sûr, puis d'être un trou de cul pour dire suivez-moi. Ceci étant dit, je peux pas. Non, d'être méchant avec les gens, mais surtout au Québec. Au Québec, on est très gentil, puis tout le monde se dit oh, you're so nice, Canadian people. Au Québec, on est même gêné d'avoir du succès. Là. Quand le soir, tu sais que tu as agi un peu en trou de cul pour faire avancer ton entreprise, mettons. Couche correctement? Absolument. Parce que mon entreprise, si elle avance, je crée des emplois, je permets de payer des gens des salaires. Tu sais, quand j'ai un employé qui s'achète une maison, là, je suis fier parce que ce que j'ai accompli lui permet justement d'atteindre ses rêves à lui. Mettons qu'il y a un compétiteur que tu sais en position de faiblesse, mettons, là, un peu. Je marche dessus. Tu marches dessus. Je vais t'expliquer la raison. Il y a une logique derrière ça. Okay? Dans mon domaine, on a une rareté au niveau des ressources. Quand il y a un compétiteur qui, malheureusement, a de la misère puis doit laisser aller des employés, c'est une opportunité pour moi d'aller les chercher. Donc, c'est sûr que si j'ai une occasion, je vais la prendre. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Là. J'ai un compétiteur que je savais en difficulté. On était les deux en pitch sur un mandat. Je n'étais pas obligé de prendre ce mandat-là. J'en avais pas vraiment de besoin. Mais je l'ai pris pareil. Puis son prix m'est venu à mes oreilles. J'ai bidé plus bas. Malheureusement, cette personne-là a eu de la difficulté. Mais c'est pas mon problème à moi. T'sais, ma job à moi, c'est s'assurer la pérennité de mon entreprise puis la faire agrandir. Puis j'ai ramassé certaines ressources là, au passage. Okay. Je l'aurais fait. J'aurais fait la même chose que toi. Étienne, ouais. As-tu déjà été pris, par exemple, devant un employé où tu sais que c'est ou bien l'efficacité ou bien l'aspect humain? Et tu sais pas trop quoi choisir là-dedans? Renvoyer un employé est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Oh God, surtout quand c'est parce que c'est le cash flow qui n'est pas là, puis que la personne fait sa job, puis elle est bonne, puis c'est juste t'as plus d'argent, donc il faut que tu coupes. Ça, honnêtement, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme entrepreneur de devoir faire ça à quelqu'un. Puis, mais tu sais, une petite anecdote qui m'est arrivée aussi, je donnais un pitch, puis je me battais contre des compétiteurs de Toronto puis des États-Unis. Puis la personne qui organisait le pitch faisait rouler les PowerPoint en background sur l'ordinateur, puis il n'y avait personne dans la pièce. Je me suis rincé l'œil. J'ai changé mon pitch 15 minutes avant. Et voilà. Mais tu parles de renvoyer des employés, Pat, puis tu sais, moi, ça m'est arrivé de laisser aller 2 pères de famille un 23 décembre. Puis c'est pas parce qu'il était pas bon, c'est que j'avais pris des mauvaises décisions, puis on était short en termes d'argent. 23 décembre, t'aurais pas à attendre au 7 janvier, quelque non, chose? Non, je pouvais pas. Sacramouille. Fait que je dois t'avouer que là, dans mon char, là, je me trouvais pas fort. Mais c'est ça, parce que les entrepreneurs ou les gestionnaires ont régulièrement des changements dans l'équipe qui viennent du gestionnaire ou qui viennent des employés. Renvoyer des gens, ça fait pas de toi un trou de cul. Les raisons pour lesquelles tu le fais et comment tu le fais peuvent faire de toi un trou de cul. J'ai déjà renvoyé quelqu'un, j'ai déjà laissé aller quelqu'un qui était en congé de maladie parce que j'avais plus besoin de cette personne-là dans mon équipe. Je me sens pas comme un trou de cul pour l'avoir fait. Puis cette personne-là était en paix. Et tu sais, ça s'est bien fait malgré tout. Je vous pose la question. Carlo semble ne pas être un trou de cul. Étienne se dit un hybride. Carlo, c'est un modèle comme spécial. OK. C'est comme le cotonnelle des entrepreneurs. OK, d'accord. Toi, je dirais que tu es le papier sablé, mettons, de ce que... Ça dépend des jours. OK. Mais non, mais avez-vous eu peur d'en devenir un? C'est très facile. Ben oui, c'est super facile. Puis moi, il y a 3 techniques que j'avais lues, que j'ai mis en pratique tout de suite. C'est le Harvard Business Review qui disait « Pose des questions au lieu de donner des ordres ». Tu sais, comme « Ah, as-tu pensé que ça serait pertinent que tu... » Serait-tu possible que, au lieu de dire « Va faire ça », ça a été vraiment une façon pour moi de juste de mettre un tampon entre le trou de cul et l'employé. Ensuite, laisser l'équipe établir ses propres limites. Laisser le client établir ses limites. Tu dis, OK, bon, mais quand est-ce que tu peux me livrer ça? Au lieu de dire, fais-le pour demain. Puis finalement, toujours demander du feedback sur ton propre travail comme PDG ou comme founder de compagnie. Ça fait vraiment une leçon d'humilité. Ça travaille l'empathie. Puis tu t'évites de tomber dans le darkness de je suis tout seul au top et manger de la merde. Mm-hmm. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec. Avant de se laisser, à partir d'aujourd'hui, à la fin de chaque épisode, on a un nouveau segment
Et on a appelé ça « C'est quoi le problème? » Carlo, j'ai envie de savoir c'est quoi l'affaire. Écoute, nous autres, Pat, on est des entrepreneurs. Fait que depuis qu'on est levé ce matin, on a réglé 53 problèmes. C'est ça qu'on fait dans la vie, nous autres. Régler des problèmes pour la cause commune. Puis quand on a commencé en affaires, on avait des petits problèmes. Là, maintenant que c'est un peu plus gros nos affaires, bien, nos problèmes sont aussi plus gros, plus complexes. Puis un truc qu'on a réalisé, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Puis les entrepreneurs, on se sent seul. Puis la gang des dérangeants, entre nous, on s'entraide. Puis ce qu'on veut faire, c'est entraider aussi. Ça se dit-tu entraider? En tout cas, aider la communauté entrepreneuriale. C'est quoi le problème? C'est à chaque épisode, on va répondre à la question d'un ou une entrepreneur qui n'a pas envie de se planter. Puis on va essayer de nous partager nos bons coups, ce qui a mal été pour aider cette personne-là avec le défi qu'elle rencontre. Et pour envoyer une question, on fait ça comment? C'est facile, super facile. On va sur notre site web, lesdérangeants.com/911. À chaque épisode, il y a des questions. Donc, vous allez sur le site, puis vous transmettez votre question soit par écrit ou, encore mieux, un extrait audio de 30 secondes pour qu'on puisse entendre votre douce voix, comme on a fait l'an passé avec le concours Vente à salade. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911. Bon, ben c'est déjà tout pour ce premier épisode de la 3e saison des Dérangeants. Ça a bien commencé quand même. Ouais! Super mérité. Et t'en as parlé, Étienne, au tout début de l'épisode, mais je vais quand même le rappeler pour en profiter pour vous remercier. Tous vous autres en ce moment qui nous écoutez, qui avez téléchargé cet épisode-là encore une fois. On avait promis l'année dernière de faire 2 fois plus de téléchargements que lors de la première année. Puis grâce à vous autres, on en a fait 5 fois plus. C'est quand même pas rien. Incroyable. C'est quand même, ouais. Puis c'est honnêtement pour nous autres, ça nous fait encore bien plus triper d'être là et d'essayer de vous renseigner, de vous divertir aussi épisode après épisode. Un gros merci à François Lambert également pour sa présence, Étienne Crevier, Alex Mency, Carlo Coccaro. Merci à vous. Merci. Merci tout le monde. Bye. À la prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!